26 mars 2022. Devant certaines boutiques Swatch du monde entier, des files d'attente se forment bien avant l'ouverture. Il y a des tensions, des bousculades, des cartes bancaires qui s'enchaînent. Et quelques minutes plus tard, des annonces de revente en ligne. On parle de quoi? D'une montre à 260 €. Pas une Rolex, pas une Patek, pas une Royal Oak. Une Swatch en biocéramique, grimée en Omega Speedmaster. Au fil des années, le scénario se répète inlassablement. Et puis, 16 mai 2026. Surprise, c'est au tour de la Royal Oak d'être revisitée par Swatch. Et devant les boutiques, les mêmes scènes, encore et encore. Vous me connaissez, le but de cet épisode ne va pas être de se positionner en arbitre des élégances. On ne va pas parler de goût ni de style. On ne va pas faire parler le cœur, on va faire parler la tête. Et essayer de répondre à une seule question. Comment en est-on arrivé là? Épisode 176, et si l'essentiel n'avait pas été dit sur la Royal Pop, c'est parti! Mais avant de commencer, je tenais absolument à vous remercier pour votre venue massive à la 3e édition du Timefest cette année. Merci d'avoir contribué à ce succès. On a encore vécu 2 jours de folie et surtout 2 jours de partage entre amateurs, le tout dans cette ambiance unique qu'on ne vit qu'au Timefest. Ceux qui ne sont pas venus cette année, je vous attends l'année prochaine. Sachez qu'on prépare la suite pour l'année prochaine et qu'on est plus motivé que jamais. Pendant longtemps, les collaborations horlogères ont été considérées comme un sujet de niche. Quelques éditions limitées, quelques partenariats, bref, des objets destinés essentiellement aux passionnés. Et surtout, il s'agissait bien souvent de l'association de 2 marques de secteurs très différents. Les cigarettes avec la Formule 1, l'alcool avec les événements sportifs. Bienvenue dans les années 70 à 2000. Puis en 2022, arrive la Moonswatch. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, tout le monde la connaît. Et là, quelque chose change, comme un point de bascule. Tout d'abord dans le produit, bien sûr, car à l'époque, le groupe Swatch, contrairement aux idées reçues, n'était pas en difficulté et avait même bien rebondi après le Covid. Mais la marque Swatch, elle, était en perte de vitesse, en quête d'image, notamment auprès d'une clientèle plus jeune. En clair, porter une Swatch avait perdu son statut de phénomène culturel acquis dans les années 80 à 90, et ça, c'était dangereux. Il fallait trouver une solution et vite. Et là, leur vient une idée qui, selon moi, devrait carrément être inscrite dans tous les manuels de marketing et enseignée dans les écoles de commerce, tant elle est redoutable, même si, à l'époque, personne n'avait prévu un tel succès. La formule était simple, mais diablement efficace. Le groupe allait faire d'une pierre 2 coups, et même 3. La recette, la voilà. Dans le groupe Swatch, prenez une marque et un modèle de montre légendaire qui fait rêver les amateurs, est inaccessible financièrement pour beaucoup de gens et mériterait d'être connu d'un public plus jeune. Les acheteurs du luxe de demain en somme. Cette montre est toute trouvée, ce sera l'Omega Speedmaster. Deuxième ingrédient, prenez une marque accessible qui créa une véritable révolution 30 ans auparavant, mais traverse une période en mal d'inspiration. Une marque essentiellement destinée aux 15-35 ans. Public cible, portant malheureusement de moins en moins de montres, hormis les montres connectées bien sûr. Cette marque, c'est Swatch, évidemment. Prenez enfin une histoire, une légende, celle de la Speedmaster, et actualisez-la à la sauce Storytelling 2022, avec une collection au nom des planètes et corps célestes, par exemple. Mélangez bien ces 3 ingrédients et vous obtiendrez une montre qui réunit les codes visuels de la Speedmaster. Boîte en cire, chronographe Taki, aiguille, etc. Son histoire, la force de sa légende, avec le côté fun, coloré et cool, dont seul Swatch manie le dosage avec autant de précision. Résultat, désirabilité immédiate. Tout le monde peut enfin se payer une part du luxe, un morceau de la légende, une speed, en tout cas en apparence. Et que dire du nom? Moonswatch, contraction de Moonwatch et Swatch. Et là, ça c'est très très fort. Et là où c'est encore plus fort, au-delà du million de montres vendues dès la première année, c'est le lien à la speed qu'a instantanément créé Swatch. Car quand ta première montre, ou du moins une montre qui a compté pour toi à ton jeune âge, à l'apparence d'une Speedmaster, qu'est-ce que tu vas vouloir t'acheter quand tu auras les ronds dans 15 ou 20 ans selon toi? La véritable Omega Speedmaster bien évidemment, la Madeleine de Proust, et ça c'est vraiment un coup de génie pour le coup. Mais revenons à notre sujet du jour, la collab Swatch-Audemars Piguet. Car là c'est un peu différent. D'une part, il ne s'agit pas là d'un croisement entre 2 marques issues du même groupe, comme Omega ou encore Blancpain avec la 50 Atom, mais bien d'une marque extérieure. Et saviez-vous que cette collaboration entre Swatch et AP aurait été évoquée avant même celle de la Moonswatch? Je vous explique. François-Henri Benamias, alors directeur général d'Audemars Piguet et grand collectionneur de Swatch, avait évoqué avec Nick Hayek une collaboration bien avant 2022. Mais Audemars Piguet
aurait hésité à franchir le pas, craignant pour son image. On n'avait clairement pas le recul qu'on peut avoir aujourd'hui sur l'impact que ça pouvait avoir. Swatch aurait alors eu l'idée de tester le concept avec une marque de son propre groupe, le fameux Proof of Concept. On est en train de faire briefing. C'est-à-dire vérifier que l'idée est réalisable en conditions réelles. La suite, on la connaît. Les ventes ont explosé, les Moonswatch ont été un succès planétaire. Oui, on parle de 4 à 5 millions d'exemplaires depuis 2022. Pas mal. On peut donc dire que c'est la Moonswatch qui a permis à la Royal Pop d'exister. Mais au fil des années, un phénomène s'est accentué. Vous avez remarqué ? Le fameux phénomène de rareté. Alors clairement, dès le début, dès les premières ventes, la foule s'amassait devant les boutiques, les quantités étaient limitées, la folie grandissait, la spéculation aussi d'ailleurs, car des petits malins avaient vu dans ce phénomène un moyen redoutable de faire la culbute vite fait, bien fait. Argent facile, allez viens. Résultat, au fil des mises en vente, la folie a gagné le monde entier qui voyait en ces lancements davantage une occasion de prendre un billet que celle d'acheter une montre faisant un clin d'œil à la légende. Et c'est là que le verre est dans le fruit. Car tout cela a transformé l'achat en événement. Et un événement attire les médias. Les médias attirent l'attention attire de nouveaux acheteurs. Et soudain, la montre devient un sujet culturel. Même des personnes qui ne s'intéressent pas à l'horlogerie savent que c'est une Moonswatch. C'est là que le phénomène devient intéressant. Mais ce n'est plus seulement une histoire de montre, c'est aussi une histoire de désir. Et hormis Swatch, qui sait manier le désir et la rareté comme personne ? Mais alors, qui est vraiment dans la file ? Quand on regarde ces files d'attente, on pourrait imaginer qu'elles sont composées uniquement de passionnés. Mais est-ce vraiment le cas ? Bien sûr que dans le lot, il y a des collectionneurs, des amateurs, des curieux, des gens qui aiment sincèrement la montre. Mais notamment pour la Royal Pop, il y a aussi, et surtout, un autre public. Un public qui n'est pas arrivé par l'horlogerie, un public qui connaît parfaitement les mécaniques de rareté, les drops, les éditions limitées, les sorties événementielles, les marchés secondaires. Autrement dit, des gens qui ont davantage d'expérience dans l'univers des sneakers par exemple, que dans celui de la montre. Souvenez-vous de la sortie des Adidas Yeezy en collab avec Kanye West en 2017 ou encore des Nike Air Jordan en collab avec Travis Scott en 2019. Et ce n'est pas une critique, mais simplement un constat. Leur logique est différente. Le passionné se demande: est-ce que j'aime cette montre ? Le spéculateur se demande, est-ce que quelqu'un d'autre va la vouloir davantage demain ? Ce sont deux approches radicalement différentes. Et pourtant, elles se retrouvent au même endroit, dans la même file, au même moment, et pour acheter le même objet. Et c'est là que naît la tension. Parce que les deux groupes ne cherchent pas la même chose. L'un veut porter, l'autre veut revendre. L'un s'intéresse à l'objet, l'autre au mécanisme économique qui l'entoure. Et quand l'offre est limitée, forcément, ces deux logiques se percutent. À ce stade, une question devient inévitable. Swatch a-t-il provoqué cette situation ? J'ai ma petite idée sur la question. Mais avant d'aller plus loin, reprenons un instant le point de vue de Swatch avec la Moonswatch. Grâce à la Moonswatch, des millions de personnes ont porté des montres. Des médias généralistes ont couvert le phénomène. Énormément de jeunes ont découvert l'existence de la Speedmaster et se sont mis à reporter des montres. Cela a même permis à certains de s'intéresser à l'horlogerie, s'inscrivant telle une porte d'entrée. Donc, rien que pour toutes ces raisons, difficile de considérer cela comme un échec, bien au contraire. Mais avec la Royal Pop, ça va plus loin. Chaque file d'attente, chaque rupture ou vidéo virale, chaque annonce de revente délirante produit également un autre message. La valeur et l'intérêt semblent se déplacer de la montre vers sa disponibilité. Et c'est là toute l'ambiguïté, car le chaos génère paradoxalement une visibilité extraordinaire. Mais il génère aussi au passage de la frustration et une image difficilement gérable pour Swatch et AP qui a été submergée par tout ça. Car pour beaucoup de passionnés, le sentiment n'est pas « quelle montre incroyable », mais plutôt « il est si difficile d'acheter cette montre que j'abandonne ». De plus, je ne me reconnais pas dans cette façon d'acheter de l'horlogerie, ni dans l'état d'esprit de ceux qui font la queue. Donc selon moi, la plupart des médias confondent deux choses distinctes pour mesurer le succès de la Royal Pop. D'un côté, le bruit, le fameux buzz que la distribution a créé, à ne pas confondre avec une véritable communication permettant au public de s'intéresser à l'horlogerie. Ce sont deux choses différentes. Le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit. Car franchement, de vous à moi, vous trouvez réellement que tout ce chaos a servi la cause horlogère ? Vous pensez vraiment que les queues interminables étaient constituées de gens curieux d'enrichir leur collection ou même leur culture des montres ? Sincèrement. Selon moi, la preuve implacable que la réponse est non et qu'il ne s'agissait même pas d'une montre qui puisse être portée au poignet, ni même portable en tant que telle. En clair, Swatch aurait pu sortir n'importe quoi, n'importe quelle montre, tant qu'elle aurait été signée AP. Le succès aurait été le même. Preuve que l'objet, pourtant au centre du débat, n'a que peu d'importance au final pour ce type de public. Donc les médias et influenceurs, par pitié, arrêtez de dire que c'est extraordinaire car ça éveille les jeunes aux montres de poche d'antan et que cela permet à l'horlogerie de rayonner. Arrêtez avec ça. Car avec la Royal Pop, on s'est clairement éloigné du phénomène Moonswatch. Selon moi, bien sûr, dans la majorité des cas,
Soit ça a été acheté pour la culbute, soit pour la hype autour de ce que représente la marque Audemars Piguet auprès d'une population en recherche de signes extérieurs de richesse. On est donc bien loin de la passion ou même de la curiosité pour l'horlogerie. Après, vous avez le droit de ne pas penser comme moi. Mais avant d'aller plus loin, je tiens tout de même à nuancer ce propos par honnêteté intellectuelle, car selon les dires d'Audemars Piguet, 100% des fonds reçus dans le cadre de cette collaboration serviront, je cite, à financer une initiative dédiée à la préservation et à la transmission du savoir-faire horloger en mettant l'accent sur les métiers rares et la prochaine génération de talents horlogers. Fin de citation. Donc au final, c'est tout de même positif, et ça va dans le sens de la transmission de savoir-faire. Même si ça donne un peu l'impression que les gens moyens aux revenus moyens financent indirectement l'élite qui fabriquera les montres d'exception pour l'élite. Je pose ça là, vous y réfléchissez. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. Je serais vraiment curieux d'avoir votre avis. Et à ce titre, je me suis fait une réflexion l'autre jour, j'y pensais il y a quelques jours, et je voulais la partager avec vous, et avoir votre avis aussi là-dessus. Je trouve qu'il est assez parlant de constater aujourd'hui que l'horlogerie se divise en deux catégories. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Non, pas ça. Les groupes et les indépendants. Oui, vous me dites, Edouard, t'es gentil, t'as rien inventé. Je vous explique. D'un côté, il y a certains groupes qui revoient leur copie et cherchent à toucher la masse en nivelant vers le bas avec une offre globale et archi grand public. La Swatch AP en est un bel exemple. Et de l'autre, vous avez les indépendants qui ont à cœur d'élever le niveau de leur offre, de s'élever et d'offrir une horlogerie plus passionnée, plus personnalisée. En témoigne la récente collab entre Baltic et Space One avec le concours de Théo Offray, qui je trouve en est une parfaite illustration. On constate alors un effet ciseau. D'un côté, ça descend, de l'autre, ça monte et ça se croise. Qu'est-ce que vous en pensez ? Maintenant, prenons un peu de recul. La spéculation est-elle réellement le problème ? Après tout, les marchés secondaires ont toujours existé, toujours. Mais la différence est ailleurs. Traditionnellement, la spéculation arrivait après la reconnaissance du produit. Avec la Royal Pop, elle a précédé l'intérêt pour le produit lui-même. Et ça change tout. Ce qui veut dire que certains objets deviennent désirables parce qu'ils sont difficiles à obtenir. C'est un changement subtil mais fondamental. Gardez bien ça en tête. Parce qu'à partir du moment où la rareté devient le principal argument, l'objet lui-même passe au second plan. Swatch en a d'ailleurs été l'artisan, ne proposant pas la moindre vente en ligne, mais en concentrant en plus la distribution dans seulement quelques points de vente dans le monde. Donc clairement à dessein. Et fait amusant, je ne sais pas comment vous avez ressenti ça, mais 3 semaines après la mise en vente de la Royal Pop, presque plus personne n'en parle. Je crois que je n'ai jamais vu un buzz monter aussi fort pour se dégonfler aussi vite. Et avec le recul, qu'observe-t-on ? Les prix de vente se normalisent, les montres deviennent accessibles, ah oui, car elles n'étaient pas en édition limitée. Les fils ont disparu, les spéculateurs sont partis vers d'autres opportunités, et les passionnés dans tout ça. Les passionnés, ils ont fini par acheter, ou pas, la montre qu'ils voulaient, au prix normal, au prix retail. Et c'est intéressant parce que ça nous rappelle une chose, la spéculation est souvent temporaire, la passion est généralement beaucoup plus durable. Alors, lorsqu'on regarde la Royal Pop aujourd'hui, il est peut-être utile de se souvenir de cette leçon. Le bruit médiatique n'est pas forcément l'histoire principale. Parfois, ce n'est que le premier chapitre. Et à la question, est-ce que cela aura des répercussions négatives sur l'image d'Audemars Piguet ? Le temps nous le dira, mais à titre personnel, je ne crois vraiment pas. Car à moins d'être aveugle, difficile de faire l'amalgame et de se tromper entre une Royal Pop et une Royal Oak. Donc pas de problème d'image. J'ai d'ailleurs hâte vraiment de voir ce que cela donnera dans les prochains mois et si le fait de pouvoir monter des bracelets en plastique dessus changera quelque chose à la hype, à la désirabilité de la montre. J'ai vraiment hâte de savoir ça. D'ailleurs, dites-moi si vous avez été acheteur ou si vous comptez vous en payer une dans un avenir proche, je serais très très curieux. Pour conclure, au fond, cette vidéo n'est pas vraiment à propos de la Royal Pop. Elle n'est même pas vraiment à propos de Swatch ni d'Audemars Piguet. Elle parle d'une question plus large. Que vaut un objet aujourd'hui ou qu'est-ce qu'il pourrait rapporter demain ? Parce que le fond, le véritable paradoxe est là. Jamais autant de personnes ne se sont intéressées aux montres. Et pourtant, une partie de cette attention ne concerne plus les montres elles-mêmes. C'est dingue, non ? Elle concerne leur potentiel de revente, leur statut. Apparemment, c'est l'époque qui veut ça. Alors peut-être que la vraie question n'est pas « que pensez-vous de la Royal Pop ?», mais plutôt quand vous avez vu tout ce chaos, tout ce bruit, toutes ces files d'attente, qu'est-ce qui vous intéressait vraiment ? La montre ou le phénomène ? Et vous, dites-moi en commentaire où vous vous situez dans tout ça. Est-ce que vous étiez dans la file, devant votre écran ou totalement à l'écart de cette folie ? Vous avez 2 heures.
Voilà, l'épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et j'espère qu'il vous a permis de pousser un peu la réflexion sur ce fameux phénomène Royal Pop. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, noter, booster, commenter et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien louper des futurs épisodes. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse contact@demontrez-vous.com ou en DM via le compte Insta Démontrez-vous. Et maintenant, voici venu le temps de notre adage, mais écoutez plutôt. Rara sunt cara. Les choses rares sont chères. Proverbe latin d'auteur anonyme. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous dis à jeudi prochain dès 18h. Et surtout, et comme toujours, portez ce que vous aimez. Ciao!